金曜の司会は南ポルトキ、司会の大倉智明です。よろしくお願いします。私は毎週木曜日夜7時から東京の下北沢で DJ 智明レディオショーというアイドル番組のプロデューサー、そして司会をしています。登竜門的な番組でして、もう過去には桃色クローバーからパスポからスーパーガールズからもう備中からですね、数々のアイドルの皆さんをお迎えしてるんですけれども、今は NMB48 とか来てますね。実は今日はこちらですね、ノーライフさんの方にちょっと打ち合わせで来たんですけども、駅から歩いて5分なのにもうすごかったですよ。もう40分いや50分ぐらいからもういろんなフランス人に来てね、もうあっちだこっちだって全然違う方向に来られて、やっと汗だくで着いたと思ったら、なんとですね、番組にいきなり出ろと言われですね、いや出ちゃいましたけど、まあ結構楽しいですね。ぜひともちょっとですね、ジャパンエキスポとか、フランスやってますんで、ちょっと番組とか一緒になんかイベントとかコラボしたいなということでね、これ必ず実現させますよ。よろしくお願いします。そのつもりでね。そういうことで、では早速今日のラインナップご紹介しましょう。まず最初は読むのは見るのは、そして2つ目がなぜここにいるのか、そして3つ目がルーポータージュ、そして4つ目が忘れられたゲームの歴史です。最初はノーライフニュースからお伝えします。ではご覧ください。どうぞ。World of Warcraft a fêté récemment son 10e anniversaire. 10 ans de raids, de loot, de guildes et d'aventures. Un record de longévité pour le MMORPG le plus populaire au monde. Pour commémorer cet événement, Blizzard avait organisé une soirée spéciale dans plusieurs capitales d'Europe, dont Paris, conjointement avec les sites communautaires. Les fans pouvaient s'y retrouver, laisser des messages et même imiter le cri du Murloc. Et les cosplays étaient bien sûr au rendez-vous. Joyeux anniversaire à World of Warcraft! La nouvelle extension de World of Warcraft, Warlords of Draenor, est un succès. Non seulement elle s'est très bien vendue, avec plus de 3 millions d'exemplaires écoulés dans ses premières 24 heures, mais en plus, elle a ravivé de manière spectaculaire le nombre d'abonnements. Alors que ce nombre avait chuté, de son apogée à 12 millions de joueurs dans le monde, pour tomber à 7 millions, le jeu dépasse maintenant les 10 millions d'abonnés. Il faut croire que le monde de Warcraft a encore de beaux jours devant lui. Will stand against us. Ori and the Blind Forest avait su enchanter tout le monde durant les derniers E3 et TGS. Un trailer touchant, un gameplay promettant un Metroidvania sublime, une atmosphère avec une petite touche de Miyazaki qui ne se refuse pas, le jeu de Moon Studio fait plus qu'envie. Mais après 4 ans de développement, en concertation avec Microsoft, le studio se prend le luxe de passer une dernière couche de polish sur son titre pour le sortir plutôt en début d'année prochaine, alors qu'il avait été annoncé un premier temps pour cette fin d'année. Qu'ils prennent soin de leurs bijoux, ce serait dommage de se louper sur les finitions, et l'attente ne devrait plus être longue malgré tout. Le rendez-vous est pris en début d'année prochaine pour explorer la forêt mystérieuse d'Ori. そういうことでですね、番組に関してなんか面白いエピソードがないですかっていうことでですね、ちょっと思いつくのが、そうですね、そういえばね、番組、終わった後、日本の芸能界ではマネージャーさんとタレントさんを、こうやってさよならって最後ね、バイバイって送るんですね。お見送りというかするんですけども、当然スタッフだからね。ある日ね、その前にね、アイドルちゃんが可愛い子、ちょっとタイプの子だったんですけども、放送しているスタジオの周りでなんか美味しいとこ周辺でないですかってことだったんで、1軒2軒3軒ぐらいね、焼き鳥屋とか教えてあげたんですよ。で、そこで帰ってその後ですね、僕全部番組終わって撤収して、で夜中のその後5時間ぐらいにパッて行ったら、その子はねカウンターにポンと座ってたんですよ。ね、もう当然どうぞっていう子座って話して、いや楽しいひとときだったしね、それね、いやちょっと夢のようでしたよね、やっぱね。そういうことってないじゃないですか。いやもうラッキー。もちろん全部ご馳走したけど、それきりですけどね。あともちろん何もないんですけど、いやちょっと何も思いつかなくてごめんなさい。ということで今週のですね、読むのは見るのは、
Dragon Ball Z Kai est une drôle de série. Pas totalement neuve, pas totalement ancienne, et se déroulant dans l'univers mythique créé par Toriyama Akira dans les années 80. Dragon Ball Z, adaptation animée des aventures de Goku devenu adulte, fut tout d'abord diffusée au Japon sur le réseau Fuji TV entre 89 et 96 en 291 épisodes. En 2009, Toei Animation décide de rénover sa série phare avec le projet de remonter et remasteriser les 194 premiers épisodes en rebaptisant cette version Dragon Ball Z Kai. Goku et sa bande y affrontent Freezer et Cell durant 98 épisodes compressés lors d'un remontage drastique. La saga de Boo aura droit au même traitement un peu plus tard. Les génériques et high-catch originaux ont été produits pour l'occasion. Les images des épisodes en eux-mêmes viennent des bandes 16 mm originales et ont eu droit à une petite cure de jouvence. Numérisées et traitées au niveau couleur, contraste, elles sont nettoyées de leurs petites imperfections également. Trop puissant, il se déplace extrêmement vite. Regarde, on est arrivé, c'est la maison de Tortue Géniale. Après une sortie en DVD entre 2012 et 2013 chez AB Video, c'est aujourd'hui Kazé qui sort la série pour la première fois en Blu-ray. C'est qui cet enfant? Tu t'es mis au babysitting? Depuis quand tu joues les nounous? Je vous présente mon fils. Ton fils? Bah oui, pourquoi ça vous étonne? Si les bonus de cette édition sont inexistants, on n'avait jamais eu l'occasion de voir du Dragon Ball Z en 1080p ainsi. Quoi qu'on en dise, ça fait plaisir. N'espérez pas des miracles non plus. Les épisodes les plus vieux ont plus de 25 ans et leur âge se fait sentir. Gohan. Oh, je vois, tu lui as donné le nom de ton défunt grand-père. Entre le resplendissant générique de début et les épisodes en eux-mêmes, la différence reste flagrante. Le résultat est tout de même à des années-lumière des premières diffusions SD que l'on a pu voir il y a une vingtaine d'années de cela. Oh, quel petit garçon poli. Tu es bien sûr qu'il est de toi? Oui, Chichi est très strict à ce sujet. Dragon Ball Z a été produit en 4 tiers. Ce format ne remplit pas l'intégralité de la largeur d'un écran 16/9, on devrait donc obtenir des barres noires de part et d'autre de l'image. Mais pour la diffusion télé au Japon de Dragon Ball Z Kai, l'image a été recadrée pour rentrer dans un format 16/9 sans barre noire, mais au prix de la disparition d'une partie de celle-ci. Oui, ça on s'en souvient. Le flou qui résulte du zoom semble d'ailleurs assez caractéristique. C'est le format utilisé pour la diffusion française et sur les Blu-ray édités aujourd'hui par Kazé. Comment ça, bizarrement? En plus de ça, il faut signaler que certaines images ont été retouchées par le studio japonais pour les rendre moins choquantes. Par exemple, un trou dans la poitrine de Goku ressemble désormais à une vilaine brûlure, ou encore le sang peut prendre une teinte violette au lieu de rouge écarlate. Rien du tout, c'est aussi bien comme ça. Un gros travail a aussi été fait sur l'audio. En version originale, tout comme en VF, la plupart des voix historiques ont été conservées lors du redoublage de la série. En japonais, on retrouve évidemment l'inimitable Nozawa Masako dans le rôle de Goku, alors qu'en français, Patrick Borg joue Goku adulte et Brigitte Lecordier Gohan. Éric Legrand reprend le rôle de Vegeta avec sa voix pincée, restée une signature du personnage, appréciée ou non. Certaines voix ont inévitablement changé. 25 ans après la première série, certains comédiens ne sont plus de ce monde, comme Georges Lican qui interprétait entre autres Cell. D'autres n'ont tout simplement pas rejoint l'aventure. Par exemple, le personnage de Krillin possède désormais une voix beaucoup moins caractérisée. L'équipe française, menée par le studio Chinkel, n'économise pas ses efforts et l'adaptation corrige quelques erreurs historiques du vieux doublage. Goku s'appelle enfin Son Goku, pour ne citer que ça. Reste à évoquer le douloureux problème du prix. Les deux coffrets sont composés de 5 disques, avec en moyenne une dizaine d'épisodes sur chaque, reprenant les arcs Freezer et Cell au prix d'environ 80 € le coffret. L'édition DVD précédente proposait pour rappel une 50aine d'épisodes par coffret, répartis sur 9 DVD pour une 60aine d'euros. Pour ceux qui n'auraient pas revu les aventures de Goku depuis un moment, cette édition Blu-ray peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Ceux qui ont déjà fait l'acquisition de l'édition DVD devront être bien accros aux boules de cristal pour songer à l'investissement. Les ultra-puristes, eux, iront peut-être vendre quelques organes pour songer à acquérir les Blu-ray japonais. 2 box sortent d'ailleurs bientôt sur l'archipel pour réunir les 98 premiers épisodes.
Particularité, cette édition présente la série au format 4/3, sans déperdition d'images donc, mais avec les fameuses barres noires. Sans VF, ni sous-titrage évidemment, et seulement pour 70 000 yens les deux box, soit à peine 480 €. À chacun de faire son choix devant la version de Dragon Ball Z qu'il veut se procurer et de ses priorités. Et oui, c'est dur la vie, il faut toujours faire des choix. Il a déjà été question récemment de la sortie vidéo du dernier long métrage de Miyazaki Hayao. Comme promis à ce moment-là, la critique pyrotechnique de ce mois aborde l'aspect technique du Blu-ray du film Le vent se lève. L'histoire et le traitement de son contenu pouvant diviser, on conseillera aux néophytes de visionner sur Noko la critique du 14 novembre, ainsi que le très instructif Extra Life de 2013 sur le sujet, en compagnie d'Ilan Nguyen. Déjà sorti en Blu-ray au Japon en juin 2014, la sortie plus tardive de cette édition française chez Buena Vista nous fournit l'occasion de comparer ces deux éditions et de découvrir si des différences existent au niveau de leur traitement. Le film date de 2013. Les deux éditions utilisent le même master, forcément récent, et en 24p, la fréquence d'image cinéma. Les possesseurs d'un grand écran ou dotés d'un œil de lynx pourront remarquer un grain très fin ainsi qu'un très léger tremblement vertical du téléciné. Cette opération délicate permet de transférer un film sur pellicule vers une source numérique notamment. Cela semble indiquer qu'un support pellicule a donc été utilisé à un moment dans la chaîne, comme c'est habituellement le cas sur tous les transferts Ghibli. Cette pratique vise probablement à éviter le rendu trop artificiel des animés tout numériques que ne semblent pas apprécier les réalisateurs du studio. Comme souvent, lors de comparatifs avec les disques japonais, on constate ici un débit vidéo plus faible sur le disque français. Néanmoins, le master commun utilisé est d'excellente qualité et le codec MPEG 4 AVC est adapté. L'image finale ne semble pas en pâtir. Plus surprenant, les couleurs et le contraste semblent avoir été un peu boostés sur le Blu-ray français. Sans que cela soit réellement gênant, cela a pour effet de réduire un peu le côté pastel de l'image japonaise, ou encore de boucher très légèrement les couleurs sombres sur les passages de nuit. Côté son, on constate qu'un choix a été fait lors de la réalisation du film, celui de ne proposer que des pistes japonaises et françaises en DTS HD mono. Une volonté visant certainement à rappeler les débuts du cinéma. Celle-ci limite forcément l'amplitude de la musique d'Issai Shijo et la spatialisation des effets sonores. À ce sujet, une autre décision a été évoquée dans la critique du film. Une bonne partie des bruitages mécaniques et naturels ont été faits à la bouche. Une originalité qui ne semble pas avoir perturbé outre mesure certains spectateurs. Sur d'autres, par contre, cela avait le fâcheux effet de les faire sortir régulièrement de l'histoire. Une fois qu'on l'a remarqué, difficile de ne plus y prêter attention. Pour les bonus, on retrouve l'intégralité du storyboard ainsi que les différentes bandes annonces et spots TV du Blu-ray japonais. Dommage toutefois que n'ont pas pu être conservés le clip musical de la chanson du film Hiko Okigumo ainsi que la longue interview inédite de Miyazaki présente sur le disque japonais. Encore une histoire de droit, il faudra présumer. Cette édition HD française de la dernière œuvre de Miyazaki Hayao ne déçoit pas techniquement et reste fidèle au choix voulu par le réalisateur. Tous ceux qui aiment les films du studio Ghibli peuvent foncer sans problème.はい、そういうことでね、来てね、びっくりしたことといえばね、エアポートからですね、サブウェイ、トレイン、乗ったんですよね、電車の方。いや、なんていうんですか、止まってからボタンを押さないと、扉開かないんですね。ずっと待ってたらですね、なんか、後ろから押されましたね。ほんと、それでちょっと、飛び出ちゃったことあるんですよ、満員電車とかで。あれびっくりですね。でもすごい合理的だなと思って、それちょっと、他ではないなと思いましたね。日本とかでは絶対。
Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Ok les enfants, on est vendredi, et le vendredi c'est... Le vendredi, c'est Catherine. Ah bon? Apparemment. D'accord. Alors moi j'avais Pico Picard. Ouais, ça c'est pas mal Pico Picard, Catherine. Continue comme ça et le vendredi, Catherine va devenir officielle. C'est vraiment une idée excellente, Catherine. Cela dit, je sais pas si ça suffirait pour le client, mais on peut continuer de développer sur la même idée. Je suis assez d'accord. Des idées? Mais en restant le même sujet. Hein. Pictogramme. Piquette. Moi je pense qu'on devrait repartir à zéro. Avec un développement horizontal, avec... Dis-moi, vas-y, j'écoute. Non mais Pico Picard c'est bien. Ouais, Pico Picard c'est bien, merci Hervé. Oh, ou sinon Pico Picochou. Bam! Vendredi Catherine, official. Pico Picard, Pico Picochou, je prends les deux. Pico Picard. Allez Picochou, fais attaque avec les éclairs là. Quoi que sio? Oh putain, la scène qui se tape lui. Allez viens Magikarp, on se casse. Oh, Magikarp! はい、それでなぜここにいるのかということなんですけども、実はパリは非常にですね、日本のジャパニーズカルチャーはもちろん盛り上がっているということで、特に私アイドルに携わってるんですけども、何かアイドルちゃんをですねこちらに連れてきてですね、一緒になんかイベントとかできないかなと思っちゃったりしてるんですね。あとノーライフさんなんかはお互いにねなんかちょっと、番組を結んだりしてなんか生中継できたりしたらちょっと、面白いことができるんじゃないかと思って、もう私実はもうこちらパリに来るのエアラインチケット持たずにですね、成田空港まで行きましてですね、急遽チケットを取れたんで飛んできたっていうですね非常にクレイジーな感じなんですけども、そんな感じですね。ちょっと何かできないかなっていうことを考えてまして、いろいろ企画も持ってたりするんですけども、そういうことをですね今回の目的は。でもいろいろちょっと来てアポ取ったんですけどもすごいいっぱい取れまして、いろんなライターさんとかですね、非常にもう大きな収穫だなと今回思いました。En janvier 2013, David Braben, le créateur du mythique Elite, réussit à réunir plus d'1,5 million de livres sterling pour son projet baptisé Elite Dangerous sur Kickstarter, faisant ainsi péter le record de l'époque. Il faut dire que le délire promet, avec ses centaines de millions de systèmes à explorer, ses batailles spatiales épiques et sa dimension multijoueur. Elite Dangerous a en effet su générer chez des dizaines de milliers de backers une envie de vivre ou revivre ces feelings que l'on a pu avoir, nous vieux joueurs, sur ces simulations spatiales de l'époque. Le genre a manifestement le vent en poupe, et il n'y a qu'à voir le succès littéralement phénoménal d'un Star Citizen par exemple pour en être convaincu. Eddie Simons, l'un des producteurs d'Elite Dangerous, nous explique d'ailleurs son expérience du crowdfunding et des raisons qui ont poussé le studio à se tourner vers cette solution pour le financement d'Elite. The decision to go with Kickstarter was a bit of a no-brainer really, because publishers didn't really want to make space games anymore. It's been a long time since space games were successful, and publishers like to know that they're going to be getting a return on their investment. And there wasn't really the evidence there to show that was going to happen with a space game. But we really wanted to revisit Elite. We wanted to make a new game, and our backers, all the fans of the original games, they wanted to see something new as well. And when Kickstarter came along, that was our chance for our supporters to show really how much they want a new game. So they, funded the project with £1.5 million, which is like the biggest amount that a Kickstarter project had received at that point. That's how they showed us how much support they had for the game, and that's what got us started on the game. Since then, we've sort of got additional funding, and we've had more players coming on board and supporting us. And yeah, it's just been a great process, and it's been great that we've been able to sort of work together with our fans to make the game that they've wanted to see. Publishers tend to follow trends rather than create them. So, they like to see, a successful market, and then they'll follow that. If you have like say music games were really popular a few years ago, then you'd have lots of publishers that would be jumping on that, trying to sort of, emulate the success of one product. And, we have a similar situation now where, lots of space games starting to appear, and, it took a kind of an independent spirit, and it took the
it took the support of our fans to be able to sort of like break out of the kind of typical game genres that we were seeing and like go back to something that people were really wanting to see but publishers didn't want to risk the money on. Les joueurs savent ce qu'ils veulent et le financement participatif, malgré un certain nombre de défauts, met clairement en avant la relation entre les développeurs et leur public. Cela se ressent évidemment dans les différents feedbacks obtenus lors de bêta ou simplement dans le cadre de discussions qui aboutissent parfois à des features définitives dans le jeu. You know, some big features of the game have come out of those discussions. Super Cruise, which is our faster than light travel that we use for going between planets in the systems, that was something that came out of discussions with the backers, which is, you know, a really big change on the game. I can't really imagine the game without that now. But, you know, right down to smaller things as well, you know, the handling of the ship, how particular weapons behave, you know, it's all been influenced by our backers and their, you know, great input that they've given us throughout the whole process. Mais l'équipe de Frontier Developments ne s'est pas uniquement reposée sur sa communauté pour faire son élite. Recréer la véritable Voie lactée a demandé un travail littéralement massif et même une certaine rigueur scientifique, comme nous l'explique Eddie. There's sort of two sides to building the Milky Way. You know, we have like 400 billion star systems, which, you know, is a lot of space. We fill out as much as we can from the star data that we have. So every single star you see in the night sky, we've got that modeled in the game. Beyond that, we procedurally generate the rest of the Milky Way. And it's not just random numbers. We don't just like roll a dice, get a 3, that means it's a red planet, roll another dice, it's a green planet. We build this on first principles. We build this out of real scientific theories. We basically simulate the Big Bang, accelerate that several billion years, and there's our Milky Way. So every star that we generate has the correct, you know, luminosity, the correct gravity, the correct mass. We generate as close as we think we can get to what the real Milky Way is like. Elite Dangerous ne se contente pas de proposer du commerce, de l'exploration ou du dogfight dans l'espace. Il fait le tout online. Une dimension ambitieuse, mais quasi indispensable de nos jours pour un jeu de ce style. Et pour le coup, les exemples d'interaction entre joueurs promettent des heures et des heures de kiff. With having such a huge galaxy, it's really important that players are able to sort of feel like they own that, and you know, part of that is making it so that they're able to impact that galaxy. So, you know, even simple things like trading, when they're buying goods in different star systems, they'll be affecting the supply and demand, which is going to affect the prices. Players could trigger some sort of economic collapse in a system if they're trading particular goods and the prices are going to change. You can't ever be completely sure that a particularly lucrative trade run that you have is going to last forever. You know, the goods will run out, especially if like lots of players jump on that and all try to sort of do the same thing. That's going to change where players are going to be trading. So it keeps the galaxy lively, it keeps it so that players can't just like get stuck in a particular pattern. They have to sort of keep going out, exploring further. Similarly with mining, you find a system with really rich resources, you can go there, start mining and start selling your goods from that. But that's not going to last forever. You know, those resources are going to get depleted at some time. If other players see you flying back from this system with like, you know, loads of silver in your hull, they're going to be like, where's he getting all this from? They could, you know, follow you to your destination and, you know, word is going to spread. There's a gold rush on, basically. And that's going to eventually dry up. And when it does, people are going to start fighting over those limited resources. And other players are going to be like, you know, I don't want to sort of get involved in the violence here. I'm just going to go off and explore, look for something new. So, you know, that's just one of the ways that the galaxy is going to be reacting to players. C'est avec les yeux qui brillent qu'Eddie nous a parlé pendant toute cette interview. Et je le comprenais. Peu de temps avant, j'avais passé une petite demi-heure avec de l'Oculus vissé au crâne et du joystick massif au bout des mains, à triper comme un camé sur des rochers qui flottent et des missiles qui explosent. La promesse est là et elle tue. Reste à voir si l'expérience, notamment multi, se goupillera de manière satisfaisante et si les joueurs qui ne sont pas équipés du combo grosse bécane, Oculus plus joystick de bâtard pourront tout de même prendre du plaisir.
Et si les phases de bêta, voire gamma maintenant pour les backers, sont actuellement en cours, on en aura de toute manière le cœur net lors de la sortie officielle du jeu le 16 décembre prochain.ゲームについてですけど、あんまり実は興味なくてですね、アニメもそんなに詳しくないので、ちょっとじゃあそうですね、この時間はね、登竜門的な番組をやってるということで、これからブレイクしそうなアイドルの皆さんちょっとご紹介したいなと思うんですけども、3組ぐらいいきましょうかね。まず1人目、そうですね、一番ちょっと今推してるのがですね、ドロップ。これ3人組から4人組になったんですよね。日本ツインテール協会というですね、ツインテールわかります？これね、髪がダウン。今年の一応初のそこから協会が出るユニットということで、今もう集客もすごいですし、もうベリーキュートですね、本当にね。歌はちょっとそんなにまだいまいちなんですけれども、おすすめです、この子は。もうすぐちょっとブレイクするんじゃないかなと思ってますね。そしてですね、あと同じくうちでレギュラーで出演してくれてる虹のコンキスタドール。これはですね、電波組の、と同じプロデューサーもくちゃんというですね、あとももクロの初期のヒャダインさんも絡んでるっていう、非常に力が入って、もうスタッフ陣がすごい。下北湯ね、実は隔週で今2週間に1回来てくれてるんですけども、めっちゃ可愛いですよ。ちょっと結構ね、自分自身も仕事なんだけどかなりハマりつつあってですね、結構本当にワクワク楽しみですよ、毎回ね。覚えてください。ニジコンっていうんですけどね。そして3組目がですね、ですね、今ステレオ東京、かなりこれまだ楽曲歌も歌ってないんですけども、川島愛ちゃんの事務所がですね、有名なシンガーで有名なんですけど、日本での事務所がやってるんですけども、なんか歌も歌わないけど、なんかとにかく小学生中学生ぐらいですかね、非常にちょっと粒揃いというかキュートですね、めちゃめちゃね。ちょっとこれからどういう活躍してくるか、今後は1、2年この辺りがにぎわしていくんじゃないかなと思って、全部うちに出てるアイドルちゃんなんですけどね、よかったら下北 FM のウェブサイト、毎週木曜日、ジャパンタイムでライブブロードキャスト生放送でやってますから、ぜひともねご覧いただきたいと思いますね。そちらで私も出てますんで。はい、ということで、それでは本日の忘れられたゲームの歴史ご覧ください。どうぞ。Mes chers enfants, j'espère que vous avez bien fait vos devoirs de la semaine dernière. Oh là, ça dort un petit peu trop là. PS4 debout. Voilà, est-ce que t'as retenu le nom en entier du jeu qu'on a vu la dernière fois? C'est pas très sérieux ça les enfants, hein. Je vous le répète, mais c'est la dernière fois. Shinrei Jusatsushi Taromaru. Et notez-le bien car ça risque de sortir au prochain contrôle. Et aujourd'hui, je compte sur vous pour être attentif, hein, car on va parler d'un jeu sur micro 16 bits et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un jeu d'action jouable. Vous pouvez ricaner, hein. N'empêche que vous n'avez pas tout à fait tort, parce que les jeux d'action sur micro 8-16 bits étaient parfois très beaux et remarquablement inventifs à l'époque, mais vos grandes sœurs les consoles faisaient généralement bien mieux en termes de gameplay, d'accessibilité et de level design. Mais il y avait parfois des exceptions, et l'une d'elles s'appelait Typhoon Thompson. Ce jeu est sorti en 1988 sur Atari ST, puis un peu plus tard sur Amiga, par l'éditeur Brotherboon Software. Un éditeur californien très célèbre pour avoir sorti des classiques comme Lode Runner, Spelunker ou encore Prince of Persia. Le joueur doit, à l'aide de la souris, contrôler un petit aéroglisseur sur lequel Typhoon Thompson, notre héros, se bat contre des lutins de mer. Son objectif, retrouver sain et sauf celui que l'on surnomme l'enfant des mers, jeune bébé humain que les lutins ont capturé. Au début de chaque partie, une petite animation nous montre un Typhoon, pas très motivé, se faire pousser sans ménagement dans son appareil par une sorte de policier du futur. Cette scène d'introduction existe même en 3 versions différentes, et le joueur en découvre une nouvelle à chaque fois qu'il recommence. Regardez bien la qualité de l'animation. L'art du mouvement est parfaitement maîtrisé, avec même des flous de bouger pour accentuer la rapidité de l'action. On est même un cran au-dessus de Prince of Persia, qui est pourtant sorti 1 an plus tard et qui est devenu une référence. En plus, l'animation de Typhoon Thompson n'utilise même pas les procédés de la rotoscopie. Oui, Vita ?
Ah, la rotoscopie, c'est le nom de la technique qui consiste à filmer un mouvement puis à le décalquer image par image. Walt Disney a souvent utilisé cette technique, tout comme Jordan Mechner pour Prince of Persia. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet là. Je vous disais un peu plus tôt que ce jeu se pratiquait à la souris, ce qui n'était pas courant pour les jeux d'action. Mais les enfants, cela permet néanmoins une subtilité dans le pilotage qui est tout à fait comparable à vos sticks analogiques ultra modernes. En effet, en fonction de l'impulsion que le joueur imprime sur la souris, l'aéroglisseur s'incline en conséquence. Un pilotage de précision et tout en nuance est donc permis ici. Avec le bouton droit, on active les réacteurs, ce qui permet à l'aéroglisseur de foncer droit devant lui, de tourner sur lui-même ou carrément de plonger sous l'eau lorsqu'on l'incline vers l'avant. C'est pratique pour esquiver les attaques ennemies. D'ailleurs, les ennemis, parlons-en un petit peu, tiens. Ce sont donc des lutins de mer, au look plutôt mignon mais très évolué technologiquement. Ils pilotent des machines infernales qui feront tout pour détruire Typhoon et son embarcation. Certaines envoient des bulles qui enferment et dissolvent le héros. D'autres aspirent l'embarcation et les plus dangereuses peuvent carrément désintégrer le malheureux pilote et son aéroglisseur. Wii U, une question. Non, comme vous l'avez déjà sûrement remarqué sur les images, Typhoon dispose heureusement d'un arsenal, et celui-ci s'enrichit à chaque niveau. D'abord équipé d'un simple canon, le joueur récupérera ensuite un tir explosif, un aimant à lutin et enfin une bombe de glace qui paralyse les machines adverses. Avec cet armement, votre avatar pourra détruire des appareils ennemis et surtout repêcher ensuite les malheureux lutins qui se retrouvent à l'eau. Et oui, car le véritable but du jeu, c'est celui-là. Faire prisonnier tous les lutins de l'archipel en les récupérant dans l'eau afin de les échanger contre un item en fin de mission. Et il faut se dépêcher, car si les lutins regagnent leur base, vous devrez tout recommencer. Dis donc iPhone, on te dérange pas trop là? On se réveille? Comment ça, tu dormais pas? En veille? Ah ouais? Alors répète ce que j'étais en train de dire pour voir. Et il faut se dépêcher, car si les lutins regagnent leur base, vous devrez tout recommencer. Bon ok, tu t'en sors bien. Heureusement que t'as une fonction dictaphone toi. Mais maintenant je veux te voir les yeux ouverts. Bon, on en était où nous? Ah oui, Typhoon Thompson est un titre créé par Dan Gorlin. Son jeu le plus populaire reste le mythique Choplifter, un très grand succès de l'Apple II, sorti en 1982. C'était une telle merveille que Sega en a même fait une adaptation arcade en 1985. Oui, je sais, un jeu micro adapté en arcade, c'est à peu près aussi rare qu'un jeu d'éditeur tiers sur Wii U. Mais ce que vous devez retenir, mes enfants, c'est que Dan Gorlin est un créateur de très haut niveau, et complètement précurseur. Typhoon Thompson est d'une souplesse et d'une précision absolument renversantes, avec une physique extrêmement travaillée. Il est possible par exemple de jouer sur l'angle de tir en faisant légèrement basculer son appareil. L'inertie est formidablement bien rendue et les détails offrent un ensemble incroyablement vivant. Regardez comment l'aéroglisseur s'approche de la surface de l'eau automatiquement lorsqu'on est proche d'un lutin. C'est du grand art. Et c'est surtout un concept d'assistance au pilotage qui est certes courant aujourd'hui, mais qui était totalement en avance sur son temps. Pourtant mes enfants, me croirez-vous quand je vous dirai qu'en réalité, Typhoon Thompson avait déjà un grand frère, AirHeart, sorti 2 ans plus tôt en 1986 sur Apple II. Et c'était déjà une révolution technique encore plus grande, car ce jeu utilisait une technique de zoom de sprite très novatrice pour reproduire un espace en 3 dimensions, et ce sur Apple II. Bref, dans ce AirHeart, tout était déjà là. On pourrait même dire que Typhoon Thompson est simplement une version améliorée de AirHeart. PS4, tu voulais dire quelque chose? Très bonne remarque PS4, parce que même si Space Harrier utilisait la même technique de 3D et qu'il est sorti 1 an plus tôt en 1985, il faut savoir qu'en réalité, Dan Gorlin a mis 3 ans pour développer les outils nécessaires à la création de AirHeart. Un temps très long, quand on sait qu'à cette époque, les jeux étaient généralement conçus en une petite poignée de mois. Donc, si l'on s'en tient uniquement aux dates, il est probable que Dan Gorlin ait inventé et développé cette technique de zoom de sprite avant, voire au même moment que Yu Suzuki et l'équipe d'AN2. Bon bah voilà mes enfants, c'est fini pour aujourd'hui, et j'espère que vous retiendrez les noms de Typhoon Thompson et de Dan Gorlin, car les deux ont finalement beaucoup innové, tant au niveau technique que du gameplay que de l'originalité. Et iPhone, rêvez de voir ce que je viens de dire à l'instant? Et iPhone, rêvez de voir ce que je viens de dire à l'instant? Non, répète ce que je viens de dire à l'instant là, enfin... Ce que je viens de dire à l'instant là, enfin... Ouais, bon, laisse tomber.
さあ、そろそろお別れの時間になってしまいました。残念ですね。そういうことで最後はですね、私のからのお知らせをぜひともですね、といきたいと思うんですけども、毎週木曜日、下北 FM 私の番組、DJ ともあきレディオショーは、毎週木曜日ジャパンタイム日本時間で、夜7時から公開生放送でお届けしています。お客さんも入れてるんですけども、なんとですね、こちらインターネットの方でも Ustream TV、あとはですね、ニコニコ動画、ニコ生の方でもご覧いただけますということで、ぜひご覧になりたい方はですね、Twitter、下北 FM、下北 FM を、にフォローいただきますと、ホームページもありますので、ぜひともね、見てください。では皆さん、また、お会いしましょう。番組の方で。では、さようなら。